On va aborder des sujets lourds, des sujets graves, mais des sujets aussi qui nous montrent que tout change, et notamment tout ce qui est IA, web, tech, autonomie, souveraineté, toutes ces dingueries-là dans le monde du militaire. Et du coup, avant de vous partager l'écran et d'accueillir mon invité, je vous préviens, les copains, il est masqué. Voilà, c'est du militaire, il est masqué, ça peut être un petit peu impressionnant, ok ? Ceci n'est pas une blague, tout ça, machin, voilà, mais c'est comme ça, il peut pas montrer son visage. Vous êtes prêts à voir une personne masquée, un petit peu bizarre. Ok, c'est bon pour vous? Alors on accueille, les amis, sous vos yeux ébahis, notre copain Yann. Bonjour Yann, est-ce qu'on t'entend? Bonjour à tous, salut les Malinos, est-ce que vous m'entendez? On t'entend super bien et on te voit. Bon, j'espère que personne n'est choqué, mais on comprendra donc que tu souhaites pas que ton visage apparaisse. Alors, merci beaucoup d'être là. J'allais dire sans ton visage. Non, il est dessous. En fait, on l'aura compris. Mais merci beaucoup d'être là pour parler de tous ces sujets hyper passionnants. Et on va faire ça ensemble. Merci à tous là de vous abonner en masse, vous avez bien raison. Et puis ça soutient ce qu'on va se raconter. Les amis, vous avez des commentaires sur tous les réseaux. Donc si vous avez des questions à poser à Yann, vous allez pouvoir le faire. Je vais vous présenter Yann dans les grandes lignes. Il complétera s'il veut. On va rester mystérieux sur certains aspects. Mais pour vous dire aussi que Yann, c'est pas n'importe qui et que vous allez pouvoir lui poser plein de questions et rebondir sur plein de choses et qu'on va pouvoir aborder plein de sujets ensemble. Yann, une cinquantaine d'années, français, un parcours assez unique et atypique, on y reviendra si tu veux, qui alterne entre le monde militaire très concret et aussi le monde civil. Côté formation, t'es passé par Sciences Po, par l'INSEC, un tour par Berkeley sur la partie affaires internationales. Bref, monsieur touche à tout sur la partie et public et privé et militaire. Et militaire, il y a du répondant. Du côté de Yann, on le suit depuis un petit moment sur Renault Décode. Il y a eu des moments où on parlait à Yann alors qu'il était sur le front en Ukraine, puisque sur le terrain, Yann a déjà connu des premiers déploiements à l'époque de l'ex-Yougoslavie sous mandat OTAN. Il a été officier ensuite dans la Marine nationale, avec plusieurs déploiements au sein des groupes du groupe aéronaval. Et puis plus récemment, donc il y a quelques années maintenant, je pense, il s'est engagé comme combattant volontaire en Ukraine. Voilà, donc remettez les choses dans leur contexte, faites pas de caricature. Yann s'est engagé comme combattant volontaire en Ukraine. Partez pas dans des délires, vous voyez de quoi je veux parler, j'en parle même pas. Bon, et donc avec des missions de coordination tactique, de formation au contact des forces spéciales, et puis du combat. Et on avait eu Yann régulièrement dans les commentaires, quand il avait une petite connexion Starlink ou autre, il suivait Renault Décode depuis le front. Ce qui est quand même hallucinant. Et on a la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous, Yann, parce qu'il est revenu en France, et donc il va faire évoluer son parcours et sa vie et tout ça, mais on a la chance de pouvoir l'accueillir et de parler avec lui d'IA, de tech et surtout de militaire dans tous ces domaines-là. Est-ce que j'ai dit des bêtises, Yann, déjà sur ce que je viens de raconter? Non, impeccable. Impeccable. Bon, ça va, on va garder ça, et ensemble, j'ai très envie qu'on parle de... Alors, vous savez que j'essaye de structurer un petit peu nos interviews en laissant 3 temps. Vous, ça permet de vous guider dans les questions que vous pourriez avoir. Alors, les amis, ce que j'ai prévu, c'est d'attaquer le gros morceau tout de suite. Voilà, avec Yann. Il a peur de rien, de toute façon, donc autant qu'on y aille. Sur la partie, quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense? En gros, c'est quoi tous les enjeux autour de tous ces trucs-là? C'est très important. Train de la hype sur Twitch. N'hésitez pas à plus soyez, à mettre des abonnements, des follow, des commentaires, des petits bonus sur la vidéo actuelle pour lui donner de la force. Donc, on va parler IA dans le domaine de la défense. Qu'est-ce qu'il y a concrètement? Est-ce que ça change des choses? Est-ce qu'on parle de souveraineté? Est-ce qu'on parle de toutes ces choses-là? Est-ce que finalement, c'est pour les gros d'avant qui sont toujours les gros d'aujourd'hui et que c'est des petits gadgets? L'IA dans le domaine de la défense, c'est quoi? Ça va être notre première partie. Si vous avez des questions là-dessus, c'est maintenant. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le concret, dans le terrain. On parlera d'abord de drones et de robotique militaire. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs nouveaux? Est-ce qu'il y a des nouvelles, personnes, des nouveaux trucs sur les champs d'opération, des drones volants, des gros, des petits, des robots, on parlait des robots tout à l'heure, est-ce qu'il y en a, des quadripèdes, des machins, des trucs pour nous porter nos bagages? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est avancé? On verra bien, voilà. Donc on parlera des drones, et puis troisième partie, on parlera des soldats. Voilà, est-ce que les soldats sont maintenant augmentés, améliorés? Bon, je vous ai parlé de 2-3 trucs dans certaines émissions sur Renault Décode, mais là aujourd'hui, avec nous, on a un spécialiste qui est Yann. Alors je commence par le premier truc, par la première partie, et les amis, vous dans les commentaires, Yann, j'ai très très envie de t'entendre sur cette logique déjà globale, après on va creuser, d'IA dans le domaine global de la défense. Est-ce que ça change les choses? Est-ce que c'est récent déjà, l'arrivée vraiment de l'IA dans le monde de la défense? Est-ce
est-ce que ça change les forces en présence, les équilibres? Est-ce que ça rebat les cartes? Ou est-ce qu'on est à peu près sur les mêmes schémas, juste ils sont plus augmentés ou plus rapides maintenant? Est-ce que tu peux nous brosser la vue d'ensemble de ce truc-là? Alors, pour répondre d'abord à la question, est-ce que l'IA arrive dans le monde militaire? Oui. J'ai envie de dire, comme dans tous les domaines de l'économie ou de l'industrie, le domaine militaire va être très fortement impacté par l'usage des IA. Je vais expliquer un petit peu après pourquoi, et surtout je vais essayer de vous faire toucher du doigt jusqu'où ça va et jusqu'où ça pourrait aller. Pour ceux qui ont vu Terminator, ça va peut-être vous rappeler quelques souvenirs. Bah, ça va nous faire flipper du coup. Euh, Bon, vas-y, on est prêt. Oui, juste une petite précision avant qu'on commence. Tu as dit tout à l'heure que j'avais peur de rien. Je tiens juste à dire qu'après les pointures qu'on a reçues sur Renault Décode ces temps-ci, je me sens tout petit. Voilà. Mais il faut pas. On reçoit tout le monde et tu as une voix et tu as surtout un retour d'expérience et une analyse des choses qui va être très précieux pour nous. Donc tu peux te détendre. Et les amis, je vous recommande d'encourager Yann parce que ceci est une interview en live. Donc ça peut être impressionnant. Nous, on est impressionnés par lui, puis lui par vous. Donc voilà, on est tous copains, on va discuter de tout ça. Donc sens-toi libre de tout ce que tu veux, Yann. Et encore une fois, merci d'être là. Du coup, on t'écoute là-dessus avec impatience et on est calé dans nos sièges parce qu'on sent qu'on a un peu peur. Ouais, ça peut secouer un petit peu. Alors effectivement, l'IA rentre à fond dans les systèmes militaires. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que le monde du renseignement et le monde militaire sont intimement liés. Le monde du renseignement, c'est beaucoup du traitement de l'information. Et là, l'IA va devenir un game changer, très clairement. Le traitement accéléré des données massives, que ce soit des données cyber, des données OSINT. Donc OSINT, c'est la recherche de renseignements en source ouverte, en fait, disponible. Okay. Choper toutes les datas qui existent un peu partout et en faire quelque chose. Exactement. Que ce soit donc pour tout ce qui est vraiment activité pure cyber ou carrément, on va dire, sur du renseignement militaire, il est nécessaire pour anticiper ce que l'adversaire va faire, de traiter ces informations. Et là, l'IA, évidemment, va devenir absolument essentielle. Alors, il y a le projet Maven aux États-Unis. Il y a le projet SMART, il y a également le projet Overmatch, qui sont tous des projets qui ont pour vocation, si vous voulez, de traiter l'information et de servir un peu plus que d'assistant aux décideurs en matière de géostratégie et de tactique directe. Et alors, est-ce que dans ces systèmes-là, il y a vraiment, enfin pardon pour le vraiment, c'est un peu beubeux ce que je dis, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'IA ou c'est beaucoup de données, beaucoup traitées et après c'est des humains qui traitent un peu partout, ou est-ce qu'il y a un pré-traitement de l'IA qui sait faire des liens entre telle info et tel truc? Tu vois, il y a vraiment une part de l'IA là-dedans ou ça reste des systèmes à l'ancienne qui sont juste beaucoup plus puissants aujourd'hui? Ils sont en train de muer en ce moment même. Ah ouais, comme ok. Dans toutes les entreprises, aujourd'hui, toutes les boîtes se posent la question de comment je peux intégrer l'IA pour rester compétitif parce que les autres sont en train de le faire. Ouais. C'est exactement pareil dans le domaine militaire. Donc ça va rajouter une sorte de couche générée par l'IA. Ouais. Pardon ? Ça va rajouter une couche dans la prise de décision stratégique qui sera du généré par l'IA pour aider les gens, les commandants, les je sais pas trop quoi, à prendre des décisions. Petit à petit, en fait, il s'agit de remplacer tout un traitement humain qui est extrêmement lourd et coûteux par un traitement principalement IA qui permettrait d'apporter des suggestions de solutions en l'espace de quelques minutes au lieu de quelques semaines. Okay. On est de cet ordre-là en termes d'impact. Ok, donc ça change tout. Ça change véritablement tout. En France, l'IA est au cœur du dispositif Scorpion SICS, qui est en gros un système global
de coordination entre la numérisation du champ de bataille, donc modéliser en gros la situation réelle, et la conduite de force et de feu dans cet univers-là pour que ça se traduise dans le réel. Donc ça inclut de l'analyse en temps réel de la situation, des boucles entre les unités déployées, des informations entre le capteur, on va dire, et le tireur, sachant que le tireur, ça peut être aussi bien le fantassin au sol que le pilote d'avion Rafale Ouais. ou une frégate en mer. Ok. Donc, il y a vraiment une espèce de course à l'armement, si je puis dire, en termes d'IA. Et évidemment, là-dessus, les Américains, les Chinois sont en avance, d'autant plus que les Américains ont commencé à développer leur IA Maven il y a déjà presque 6 ans. Ok. Donc, ils ont de l'avance, clairement là-dessus. Pour les Chinois, on a un petit peu plus de mal à savoir où ils en sont, mais on peut supposer qu'ils font plus ou moins jeu égal avec les États-Unis. Ah ouais, ok. Derrière, on a des pays européens et principalement la France en fer de lance là-dessus parce que le domaine militaire en France est quelque chose d'assez, un des savoir-faire de la France. Donc, on s'est posé ces questions. Sorti de là, les autres regardent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les moyens, ils n'ont pas forcément les techniques, ou alors ils ont des bribes de compétences, mais ils n'ont pas tout ce qu'il faudrait pour développer ces systèmes-là. Ok, tu penses que d'un point de vue comment on va dire ça, géostratégique, ça creuse encore un fossé entre les quelques États élus qui ont, enfin, tu vois, qui peuvent avoir la puissance de calcul, l'avancée technologique, les datas, le renseignement, les ingénieurs, les GAFAM, les machins, blum, eux, ils vont être encore plus balèzes, encore plus puissants et regarder les autres. Et puis ceux qui peuvent pas, bah, ils sont encore plus spectateurs, comme tu disais à l'instant. C'est ça qui est en train de se passer? Pour l'instant, oui, on ne voit pas se dégager une sorte de, d'équilibrage entre les puissances avec l'IA. On a plutôt l'impression qu'elle augmente les écarts. Ça me fait penser au nucléaire militaire. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de dire il y a ceux qui l'ont et ils sont intouchables, il y a ceux qui ne l'ont pas, ils regardent. Exactement. On est exactement dans ce type de rapport de force, à ceci près que pour le nucléaire, on a été obligé de mettre en place des règles de non-prolifération des armes nucléaires. Pour l'IA, je ne suis pas persuadé qu'il y ait ce besoin. On n'y est pas. Pour l'instant. Ok. On verra, hein, parce que les projections là dont je vais vous parler, on va dire c'est jusqu'à 2045, quoi, en gros. Donc 20 ans par rapport à maintenant. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas ouf. Ah oui, la course a commencé. Ok. Donc ça a quand même commencé et toi tu as pu voir. Alors les amis, je vous le redis dans les commentaires, on va faire 3 parties. Donc là, la première partie, on parle globalement des choses, de l'IA dans la défense. Ensuite, on va parler de tout ce qui est drone et robotique et ensuite on parlera des militaires augmentés, des soldats en eux-mêmes, des humains. On va terminer par ça. Donc vous voyez, je regarde vos questions, mais si j'y réponds pas maintenant, c'est parce que ce sera partie 2 ou partie 3 juste après, les amis. On va faire ça de façon très très fluide. Donc ok là-dessus. Alors juste pour information, tu m'as envoyé quelques petites URL pour que je montre à l'écran. J'ai montré quelques images de Scorpion que tu nous décrivais tout à l'heure, du programme Scorpion. Et je comprends aussi par rapport à ce que tu as dit qu'on est dans une ère où on essaye aussi d'avoir du tout connecté, du tout intégré entre le matériel, les datas qui remontent et puis potentiellement des drones et des humains et des machins. J'avais une question justement là-dessus, c'est est-ce qu'en fait je vais peut-être employer des termes impropres et tu m'en voudras pas. Est-ce que les tactiques, les façons de se comporter sur le terrain ou les stratégies quand on est devant des cartes et qu'on se dit comment on mène le truc, toutes les logiques de défense, attaque, se défendre, machin truc, est-ce que toutes ces choses-là, ces règles, ces façons de faire la guerre, on va dire ça comme ça, est-ce qu'elles changent aussi avec l'arrivée de ces trucs-là ou est-ce que ça reste les mêmes grands principes et ça reste à celui qui est plus balèze? Les grands principes ne changent pas. En revanche, tout va plus vite. Ah, ok. Et à la guerre,
comme dans d'autres domaines, c'est le premier qui dégaine. Je ne vais pas finir la phrase. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc effectivement, la vitesse en fait est un enjeu absolument essentiel. Et là, en l'occurrence, la vitesse de traitement des données devient un enjeu essentiel. Et il y a 2 moyens pour augmenter la vitesse de traitement de la donnée. C'est l'amélioration du matériel et c'est l'amélioration, on va dire, du software, du code. Ok. Et quand on a les deux, a priori, on a le système le plus rapide. Il y a beaucoup de domaines qui sont impactés par l'arrivée de l'IA, aussi bien dans ce qu'on appelle l'ISR, qui est vraiment l'évaluation de l'adversaire, dans la planification, mais même directement dans le commandement. Ah, ok. Aujourd'hui, on essaye de mettre en place en fait des systèmes permettant d'avoir une sorte de wargaming agentique, c'est-à-dire des agents IA spécialisés dans un domaine précis. Je vais dire une bêtise, mais c'est juste pour que ça vous parle. Un agent qui serait vraiment spécialisé blindé et qui sait absolument sur le bout des doigts quelles sont les forces et faiblesses de chaque blindé. Un autre qui serait plus spécialiste sur les hélicos, et ils vont travailler ensemble comme des agents IA que l'on ferait travailler sur, je sais pas, une activité plus civile, plus économique. Commerciale. C'est exactement le même principe. On va les faire travailler en groupe. Ok. Voilà. Et dans des logiques de wargames, tu disais, pas forcément dans le commandement réel. Exactement. Dans le jeu vidéo, d'habitude, l'IA, c'est l'adversaire. Ouais. Là, on est plutôt dans une logique inverse, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire travailler les IA dans le wargaming pour être le plus efficace possible, le plus rapide possible dans la décision. Ok, alors justement, je rebondis du coup sur un... Je rebondis sur un commentaire de Louis justement à ce sujet-là, et je te remercie beaucoup, qui nous disait... alors déjà, tout le monde te remercie, Yann, on est super content que tu sois là, à la fois parce que t'es un Malinos sur Renault Décode, et en plus parce que c'est super intéressant, et en plus parce qu'il y a du retour. Tu vois, voilà, tout va bien. Donc merci Yann de nous apporter ton expertise. J'aimerais savoir comment l'IA s'intègre dans la chaîne de commandement. On vient d'aborder le sujet justement. Et la deuxième question de Louis, c'est justement jusqu'à quel point les choix de l'IA prennent le dessus sur les choix humains. Ou est-ce que c'est juste à titre d'information ou de jeu pour s'entraîner, ou est-ce que dans la vraie chaîne de commandement, on en tient compte? Alors si ça nous fait gagner du temps, j'imagine qu'on en tient compte. Enfin, ouais. Comment tu vois ça, la place de l'IA et son autonomie ou son influence sur les choix humains réels? On apprend à marcher en marchant. Ouais. Sur l'IA, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on va faire de plus en plus confiance à l'IA, lui donner de plus en plus de prérogatives, lui donner de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure qu'elle fera ses preuves. Au fur et à mesure qu'on se rendra compte, que ce soit sur de l'entraînement ou que ce soit sur de la simulation, que c'est bon, elle marche, elle fonctionne, elle donne des bonnes réponses et voire même elle surpasse certaines décisions humaines. On est déjà aujourd'hui sur des benchmarks avec une IA que l'on entraîne d'un côté contre un PC de commandement avec tous les experts réunis dans un domaine, et on leur donne un cas d'école et on voit qui résout le problème le plus rapidement possible. Donc ça va être progressif. Là, ce dont je vous parle, c'est encore une fois, on est encore au début. Tout comme dans beaucoup d'entreprises, on tâtonne un petit peu. On sait quels sont les besoins, on sait dans quelle direction on veut aller. Le comment, on va le découvrir au fur et à mesure et on travaille dessus. Ok, super. Après, c'est un peu la même logique. Enfin, tu parlais du monde économique, notamment, parce que nous, c'est surtout de ça qui nous entoure plus quotidiennement, dont on parle ici. On sait très bien aussi que quand on teste des IA, des systèmes, des agents, des machins, des données, etc., la boîte qui arrive à bien le faire tourner, elle a un avantage économique sur la boîte qui n'arrive pas à le faire tourner, et elle finit par lui défoncer la tronche. Le parallèle avec le militaire, il est un peu là aussi. C'est-à-dire que si à un moment, il y a un État ou, je sais pas comment ça s'appelle, un groupe sur un théâtre d'opération, c'est peut-être déjà arrivé en Ukraine, je sais pas si tu peux nous en parler ou pas, mais si on se rend compte qu'avec telle technologie,
et que on se dise bon on a confié l'autonomie à l'IA un petit peu plus, mais en même temps on a un avantage sur le terrain, on va forcément pas se priver de l'avantage sur le terrain. On va pas se dire non mais éthiquement on va pas y aller quand même. Enfin je sais pas, mais tu vois nécessité fait loi quoi, notamment sur le théâtre d'opération j'imagine. Bah, ça, je dirais, c'est pas nouveau, Ouais. c'est pas propre à l'IA. Non. Dans le domaine militaire, l'éthique et la morale sont assez restreintes, c'est-à-dire qu'on Ouais. privilégie de toute façon l'efficacité. Bien sûr. D'une manière plus générale, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est essayer d'avoir des IA qui sont prédictives, auxquelles on peut déléguer le plus possible de choses, parce qu'elles vont plus vite. Ok, Pour c'est faire clair. simple. C'est clair. Voilà. Bah oui, c'est Donc, évident on va en même chercher à temps. faire la prédiction de mouvement, par exemple. On va chercher à faire de l'anticipation de posture des forces ennemies. On va faire des boucles entre les remontées de données du terrain et l'analyse par l'IA, parce qu'il faut qu'évidemment, ce ne soit pas que de la planification, mais que ça soit aussi réactif en temps Eh oui. réel. Parce Eh oui. parce que le champ de bataille, ça bouge, ça évolue, et ça évolue d'autant plus vite que l'adversaire utilise lui aussi de l'IA. Qui fait bouger plus Le vite, problème etc. qu'on Toi, a par tu rapport à l'as ça, vu, toi, c'est ce qu'on appelle le concrètement, tu as risque vu ça? d'escalade algorithmique. Oui. Le risque d'escalade algorithmique, si vous voulez, c'est que l'IA ait tendance à trop anticiper et, entre guillemets, à exagérer les réactions de l'adversaire, et de vouloir utiliser un pavé alors qu'un petit caillou suffirait. Ah ok, c'est-à-dire que dans ses prises de décision, elle se dit il y a une possibilité que ça fasse ça, donc je prends les devants tout de suite, je suis encore plus rapide, et c'est peut-être pas le moyen qu'il fallait mettre. Exactement. En fait, l'IA, elle a tendance à les IA en général, Ouais. mais vous l'avez certainement vu même sur des LLM, hein, Ouais. les IA ont parfois tendance à boucler sur elles-mêmes et à partir un peu en cacahuète. Ok. Et ça, c'est dans le domaine militaire, on ne peut pas se le permettre. Eh oui, je D'abord comprends. parce que les ressources sont comptées, de toute façon, et ensuite parce que derrière, il y a des vies sur le terrain. Bien sûr. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser une IA déconner un peu, alors que sur un LLM, c'est plutôt drôle. Ouais, là c'est moins drôle. On est d'accord. Là, c'est moins drôle, exactement. Qu'est-ce que tu penses? On a parlé de toute cette logique-là. On va parler du matériel juste après, les amis. Il y en a qu'on la trouille. Ça va, tout va bien. On est en bonne compagnie. Et certains d'ailleurs. Je savais que ce live sera anxiogène. Non, mais il y a forcément. Mais c'est bien d'aborder ces sujets-là. Et merci pour vos encouragements de le dire aussi. C'est trop cool d'aborder ce genre de trucs. Et puis il y a aussi certains petits messages juste pour toi, Yann, parce que certains me disent pour les anciens de Renault Décode, ça fait déjà vachement plaisir de voir que Yann est revenu entier, et c'est plutôt cool. Donc oui, Yann n'est plus sur le front là actuellement. Voilà, les amis. Voilà. Non, je suis en France. Tout va bien. Voilà. Il est en France. Donc pour terminer cette partie un peu globale, on voit ce que ça change, les forces en présence, les risques, l'autonomie. On parle beaucoup de souveraineté. Alors moi, j'en parle assez régulièrement, et puis à chaque fois, je me dis, ouais, souveraineté dans mon petit monde à moi, tranquille, depuis mon salon, Yann, souveraineté, c'est un bien gros mot pour dire, ouais, qu'est-ce que ça coûte si on utilise un système américain ou un machin, etc. Dans ton monde militaire à toi, souveraineté, ça veut dire un petit peu autre chose. Est-ce que tu peux faire plus que mettre en perspective ce que j'ai déjà dit sur la souveraineté, mais nous livrer ce que toi, tu en penses? Est-ce que c'est important de faire des alliances avec d'autres? Est-ce que c'est important de se partager des systèmes? Est-ce qu'il faut avoir le sien? Est-ce que c'est du protectionnisme? Est-ce que ça change quelque chose sur le théâtre d'opération? Sans forcément rentrer, mais si tu le souhaites, sur tout ce qui se passe avec les États-Unis, les machins, les changements d'équilibre. Bref, souveraineté à cette ère-là, est-ce que ça veut dire un truc encore plus prégnant ou pas forcément? Alors oui, complètement. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui va faire la performance d'une IA, outre la manière dont elle est codée et optimisée, c'est la manière dont on la nourrit. Or, plus on entraîne des IA étrangères, plus elles sont susceptibles de se retourner à un moment ou un autre contre nous. C'est aussi simple que ça. C'est un peu brutal, mais c'est la réalité. Ouais, ok. Et on a en France la chance d'avoir, on va dire, un écosystème IA qui est certes petit, mais franchement pas trop mal. On a la chance d'en avoir un.
C'est pas le cas de pas mal d'autres pays d'Europe ou d'alliés Hmm. au Japon, en Corée du Sud, etc. En revanche, ces autres acteurs ont des savoir-faire dans des domaines que nous, on ne maîtrise pas forcément, notamment dans le domaine de la robotique avancée, de l'intégration de matériel, etc. Et il est possible, je ne veux pas faire Madame Ira, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais il est possible que l'on voit apparaître des alliances assez, comment dire, assez imprévues, Ah ouais? euh, notamment, je pense, avec certains pays d'Asie du Sud-Est, Ah ouais? entre l'Europe et certains pays d'Asie du Sud-Est, ouais. Genre, Qui voient, eux, la Chine avec une certaine inquiétude. genre un partenariat militaire tech France-Japon, c'est pas si déconnant que Ce ça. serait pas totalement déconnant. Ok. Voilà. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver. Non, mais du coup, Il y tu a vois, un c'est moi qui ai moment, dit le truc, comme ça, si c'est une mais connerie, c'est ça moi. serait pas impossible que l'on, voilà, que d'ici 20 ans, on voit des équilibres géostratégiques d'alliances Ouais. assez différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut être ouvert d'esprit sur Ok. cette question-là. Donc faut être souverain parce qu'il faut avoir ses propres solutions. En même temps, faut pas se fermer non plus parce qu'on sait pas tout faire. Et ce que tu viens de dire, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit, enfin ce que je dis parfois sur ce que j'appelle la troisième voie européenne, en disant qu'elle n'est pas forcément européenne, qu'il y a des pays de l'Europe qui jouent pas forcément le jeu de l'IA européenne, plus américaine ou plus chinoise ou plus autre chose, et que par contre il y a des pays qui sont pas européens, genre la Corée du Sud, genre le Japon, genre le Canada, le Royaume-Uni, etc., qui peuvent avoir cette même logique que nous. Bah, tu es peut-être en train de dire que sur le militaire, il y a peut-être pas un troisième empire quand même, ça suffit les conneries d'empire, mais enfin une troisième force à construire et qu'elle n'est pas là, mais qu'elle est importante. Alors sur bon, ça c'est sur le global et on comprend bien les enjeux et ouais, on voit qu'il y a une montagne face à nous et en plus il faut la bouffer vite, la montagne. Maintenant j'allais dire sur le terrain, tu nous parles de ce que tu veux par rapport au terrain, mais tout ça, ça se traduit avec de la robotique. Je ne sais pas s'il y a de la robotique aujourd'hui sur le terrain, tu vas nous dire. Ça se traduit par des drones, mais il y en a de 12 000 sortes. Moi, je vois passer des histoires de drones, mais c'est des gros drones iraniens, machin, pour bombarder. Pour moi, c'est plus des bombes qui volent que des drones. Pour moi, drone, ça veut dire FPV, mais c'est pas militaire, c'est plutôt civil ce truc-là. C'est du bricolage. Enfin bref. Est-ce que tu peux nous dresser une petite carte de ce qui existe vraiment, s'il te plaît, Yann, toi qui reviens, qui a vu le front, de ce qui existe vraiment dans tout ce qui est matériel, drone, robotique sur le théâtre militaire. Alors, souvent, on parle du drone comme si c'était une arme spécifique. Et ça, à mon sens, c'est une mauvaise approche. Ah ouais? C'est un concept qui peut se décliner dans tous les domaines de l'armement. Les premiers drones, historiquement, c'est ce qu'on appelle des MALE, c'est-à-dire Middle Altitude Long Endurance. Donc, en gros, des drones assez gros, style Reaper, qui sont là pour faire de la surveillance, qui peuvent voler 24 heures d'affilée, qui prennent des photos, etc. Puis petit à petit, on s'est dit, ah mais ça serait quand même pas mal quand ils sont juste au-dessus, en train d'observer quelque chose qui devient un enjeu urgent, ça serait quand même pas mal qu'ils puissent frapper directement plutôt Ouais. que d'appeler un autre avion qui viendrait intervenir. Donc on a commencé à équiper d'armement ces matériels. Puis après, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas tout simplement des armes qui volent, mais qui, du coup, n'auraient pour seule mission que de chercher une cible. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les munitions rôdeuses. Ok. Donc, vous en avez sans doute pas mal entendu parler, notamment au début de la guerre en Ukraine, les Shahed, ce genre de drones qui sont relativement faciles à construire, relativement peu chers puisqu'ils sont sacrifiables, c'est le but, mais qui puissent quand même un minimum analyser le terrain. Puis petit à petit, les drones, en fait, on a commencé à les utiliser pour du bombardement, pour de la frappe directe, pour du ravitaillement, pour du renseignement. En gros, les drones peuvent servir à tout du moment qu'ils sont adaptés à la mission. Ok, je vois ce Donc, que tu veux dire, ouais. une arme, c'est un concept.
Ouais, ouais, c'est très intéressant. Je voyais pas du tout les choses comme ça et à t'entendre le dire, bah, ça fait sens. En fait, ça réinvente pas un nouveau truc. Par contre, ça réinvente, ça donne des capacités dronistiques à déjà tout ce que fait Exactement. En une armée fait, en bataille. Ouais. l'utilisation de drones, si vous voulez, va toucher tous les domaines du militaire. Ok. Donc il y a le Tous. fantassin drone, il y a la reconnaissance drone, il y a le On ravitailleur est, drone, il y a le tout drone en fait, on est déclinaison sur le drone de tout. sous-marin, on est sur le sous-marin, on est sur Ah oui, l'aérien, on est sur aussi. le terrestre. Voilà. On va pouvoir, enfin, on a déjà commencé à Ouais. développer des drones dans quasiment tous les domaines. Là encore, l'industrie militaire française est en train d'opérer sa mutation parce que Ah ouais? classiquement, si vous voulez, l'industrie militaire française, c'est on fait du matériel qui est top, qui est vraiment au top niveau mondial, mais on en fait très peu parce que c'est horriblement cher. Ok. Et on a très peu d'acteurs, évidemment. Ouais. C'est en train de changer. On voit apparaître aujourd'hui des petites startups dans le domaine du militaire qui sont présentes à Eurosatory et qui proposent des trucs hyper intéressants, qui ont assez peu de budget, mais qui développent aussi des armes qui requièrent assez peu de budget, tout est relatif, hein, mais de Ouais. budget de développement. En dessous des allez, 100 millions d'euros, c'est petit budget. Pour de l'armement, ça Oui, chiffre oui. très très vite. On est d'accord. Et on voit donc tout un tas de petits acteurs. C'est une très 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 bonne chose. Ok. D'une part parce que ça protège un petit peu notre industrie militaire contre l'espionnage et le renseignement. Quand on a une multitude Ah ouais. d'acteurs, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite parce que ça permet d'avoir un fourmillement d'idées qui rebondissent les unes sur les autres et qui donnent du coup des capacités à avoir quelque chose qui peut qui peut s'intégrer. Ok. Donc on a fait réellement concrètement cette mutation-là. On en parlait C'est lundi. en train. C'est en C'est en train. train. On le voit depuis quelques années. Ouais, ok. Bah c'est bien. J'imagine que c'est un peu aussi ce qui se passe en Ukraine qui a insufflé ça. Parce que bon, après j'y connais rien dans l'art de la guerre, mais il me semble que cette guerre là en Ukraine, elle a été quand même. Il faut pas que j'en parle au passé, ce qui est toujours là évidemment. Pardon, mais c'est celle qui catalyse tous ces changements là aussi. L'ingéniosité ukrainienne, ça a peut-être inspiré le fait que bah ouais, pour que notre armée soit balèze, on va produire. Bah c'est ce qu'on a vu lundi là. Il y a eu 1000 drones qui ont été produits. On a évité les trucs industriels, les trucs, les process, les machins. On a dit, vas-y, on fait du do it et on améliore après. Tac, 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 tac. Et on a réussi à sortir 1000 drones à moins de 1000 balles. Bim, 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 on est capable. Bon, c'est peut-être ce qui se passe et comment ça se passe et entre qui ça se passe en Ukraine qui a insufflé ça, en plus de la tech et l'IA. Parce que moi, je me pose régulièrement la question. Je me dis, pourquoi il n'y a pas eu tous ces drones et tout ça? Pourquoi il n'y avait pas avant? Pourquoi il y a maintenant? Est-ce que c'est parce que l'IA LLM est apparue dans le grand public? J'imagine que non. Il y a des projets depuis plus longtemps. Est-ce que c'est parce que maintenant on a de la data? Non. Les grands États et les grandes nations ont de la data depuis longtemps. Je me suis toujours demandé pourquoi c'est l'Ukraine qui a catalysé le fait que bim, ça passe en tout drone. Alors peut-être que c'est médiatique et qu'en fait c'est pas si tout drone que ça. Mais tu vois, est-ce qu'il y a eu ce changement comme s'il y a eu un avant, un après? Alors, la généralisation de l'usage du drone, ça a commencé un tout petit peu avant la guerre en Ukraine. On a déjà repéré ça au Moyen-Orient, notamment en Syrie, Ah ouais. où on a Ok. pu voir l'usage, mais c'était encore relativement restreint. Ok. Et surtout, ce qu'on a découvert à ce moment-là, c'est que c'était principalement des groupuscules qui n'avaient pas les moyens d'armée officielle, qui ont commencé à détourner de leur usage civil des drones civils et à pouvoir les utiliser de manière efficace. Quand la guerre en Ukraine a commencé, on avait un petit peu la même logique, mais on cantonnait les drones à de la surveillance. Puis petit à petit, on a vu que quasiment tous les domaines possibles étaient contaminés par Hmm. l'arrivée des drones. Il faut comprendre que l'Ukraine, en fait, c'est un banc d'essai pour à la fois les matériels et les doctrines, c'est-à-dire en gros les ensembles de façons de penser dans le domaine Ouais. militaire. Et pourquoi ce théâtre-là plus qu'un autre? Parce que c'est un théâtre à haute intensité. Ouais. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on y trouve tout.
On y trouve l'artillerie lourde, on y trouve l'aviation, on y trouve les hélicos, les chars, l'infanterie, le domaine maritime, même s'il est un petit peu en retrait, il est quand même là. Et c'est le seul théâtre qui a cette diversité, cette globalité. Donc forcément, c'est un banc d'essai absolument essentiel. Et toutes les nations regardent très attentivement ce qui se passe là-bas. Ok, Quand elles n'interviennent pas ouais. de manière plus ou moins discrète. Ok, c'est clair. J'ai quelques petites questions encore là de tout le monde. Je vois vos questions, les amis. Merci beaucoup pour merci beaucoup au Modo, pardon, de mettre en avant des questions. C'est top, ça facilite les choses. On va essayer de répondre, les amis. Mais sur cette partie-là, justement, j'avais des questions complémentaires, notamment sur les drones avec la logique. On entend qu'il y a des drones, on en parle régulièrement d'ailleurs sur Renault Décode aussi, mais il y a des drones d'attaque, puis il y a aussi des trucs qui brouillent des drones, et puis il y a des drones qui attaquent les trucs qui brouillent les drones pour le il y a une sorte d'escalade, on se demande si ça s'annule pas au bout d'un moment. L'autre question parallèle à ça, c'est de se dire, il semblerait qu'il y ait des drones maintenant qui soient capables de ne pas être brouillés, parce que sinon, s'ils sont brouillés, ça ne sert à rien. Alors, ceux qui ont un fil à la patte, là, une fibre optique qui est déroulée sur énormément de distance, comme ça, ils sont pilotés non pas avec des ondes qui sont brouillables, mais avec la fibre. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas les autres drones qui, pour ne pas être brouillés, on a tout intérêt à foutre une IA dedans, avec un certain degré d'autonomie, et à partir du moment où on lui dit ta cible c'est celle-là, bon après brouillé ou pas tu te débrouilles toute seule, mais est-ce qu'il se passe pas un truc sur cette partie autonomie? Et la dernière de ce petit ensemble, c'est autre que des drones volants. Est-ce que par exemple, c'est Stéphane qui demandait ça, les drones quadripèdes là, comme on a vu dans la sécurité là juste avant, les drones chiens, les drones sur roues, les drones sur chenilles, les drones machin, est-ce que ça existe aussi ou c'est expérimental pour l'instant? Alors, trois questions. Ça fait beaucoup de questions, pardon. D'affilée. Donc la première question, c'était les drones, anti-drones, brouilleurs de drones, est-ce que tout ça... Est-ce que tout ça s'annule? Est-ce que l'artillerie ennemie annule votre artillerie? Non, pardon, ma question était con. Ça va être l'artillerie la plus efficace qui va prendre le pas sur l'artillerie ennemie. Ok. Et on est dans la même logique, en fait. Et du coup, les drones ont encore une efficacité, du coup, ou plus? On utilise aujourd'hui des drones pour aller frapper des drones, ou pour les désactiver, ou pour les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. Ok. Effectivement, ça, c'est en cours de développement. Et pour vous dire, sur le front ukrainien, on connaissait un changement profond d'usage à peu près tous les 3 mois. Ah ouais? C'est-à-dire que tous les 3 mois, on changeait la manière dont on pense la guerre. Ok. À cause de l'arrivée d'un nouvel usage ou d'une nouvelle possibilité, ou de drones qui sont capables de faire un truc qu'on n'avait pas prévu. Typiquement, tu parlais des drones à fibre optique. Ouais. Les drones à fibre optique ne sont pas brouillables. Alors pour ceux qui imaginent, est-ce qu'on ne pourrait pas remonter la source pour remonter le fil pour savoir où est les sources? On parle d'un fil qui est transparent et qui fait quelques microns d'épaisseur. Bon courage. En revanche, c'est des fils qui peuvent faire jusqu'à 8 km. C'est dingue. Ça commence à donner une portée extrêmement grande. On est, en termes d'usage tactique, entre l'infanterie et l'artillerie. Ouais. C'est un peu une espèce de... Ça vient combler un chaînon manquant, si vous voulez. Ouais. Et l'arrivée de ces drones-là a changé énormément de choses. Parce que là où on avait déployé des systèmes de brouillage tous les X kilomètres le long du front, on se rend compte que finalement... ça sert plus à rien. Plus très efficace si ces drones-là deviennent majoritaires. Ils sont en passe de le devenir. Ok. Voilà. Donc on va développer d'autres systèmes pour aller frapper ces drones ou les empêcher de bosser. Ok. Voilà. Donc ça évolue réellement en continu. Okay. Encore une fois, on parle vraiment d'un banc d'essai. Okay. Et la question d'après, c'était sur d'autres types de drones, genre chiens, genre porter du matériel, des trucs comme ça. Pareil, c'est expérimental ou t'en as vu? C'est opérationnel. C'est opérationnel? Oui, les drones chiens, c'est déjà utilisé. Les drones roulants pour aller évacuer du blessé ou apporter de la logistique lourde que l'on ne peut pas transporter par voie aérienne parce que c'est trop lourd. On le fait aussi.
la- tout ça est, comment dire, évolue au fur et à mesure de ce qu'on arrive à faire de nouveau avec. Et donc Ok, on cherche, on apprend vraiment à marcher en ce moment ok, de ce point de vue-là. Ce qui, si vous voulez, l'avenir par rapport à ça, ça va être d'une part les essaims de drones avec une IA qui les coordonne. ok. Chaud Parce ça. qu'on se rend compte que la ressource pilote de drone, elle peut pas voler 24 heures sur 24. Elle a Hmm. elle a besoin des contingences de n'importe quel être humain. Ouais, Ce que l'IA, elle, n'a pas vraiment besoin. ok. Donc la coordination en essaim, ça a aussi un autre avantage, c'est ce qu'on appelle la saturation de la défense. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez un maximum que ce soit des drones, des missiles, peu importe, le concept est le même. Vous allez envoyer un nombre très important en un temps très resserré pour complètement saturer la défense de l'adversaire et être sûr que ça passe. Oui. Voilà. C'est contrable ça, Yann? Et est-ce que ça existe? Enfin, c'est en réflexion. On sait que c'est en réflexion toute la logique d'essaim de C'est en drone. développement. C'est On en est développement, mais ça n'est au-delà jamais, du stade de la réflexion. ça n'est jamais encore apparu sur le front à ta connaissance. Et Pas à ma connaissance. est-ce que si ça le fait, ça va être un game changer? Moi, je suis pas dans ton domaine, mais tu vois, il m'est apparu cette question nounouille en t'écoutant tout à l'heure, c'est de me dire, bah, si les chiens existent déjà, pourquoi on n'en envoie pas 4000 d'un coup et on sature l'adversaire? Si les drones sont performants avec des fibres, pourquoi on n'en met pas 12 000 d'un coup? On va bien réussir à faire une brèche. Et ça n'existe pas, enfin, ça n'est pas encore arrivé, c'est en cours de développement. Le jour où ça arrive, c'est contrable, ça l'est pas. Le jour où une force en présente nous sort ça, elle plie le game. Comment tu vois le truc? T'es pas Madame Irma, mais j'aimerais avoir ton regard là-dessus. Alors que ce soit des essaims ou que ce soit de l'intégration homme-machine, c'est-à-dire des drones avec Ouais. des fantassins par exemple, etc. Ça peut être un game changer si c'est particulièrement bien employé au bon moment, au bon endroit. Ok. Oui, si c'est foireux, ok. Ça veut dire que il y a des usages qui demandent de la créativité et de sortir un petit peu de la manière dont on pense la guerre. Ok. Je vais prendre l'exemple de l'opération Spiderweb. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est cette opération que les forces spéciales ukrainiennes ont menée, où elles ont réussi à introduire par camion civil des milliers de drones en Russie pour ensuite les faire tous voler en même temps et aller frapper des avions bombardiers stratégiques, des Tupolev, sur leur piste, au moment où ils sont le plus vulnérables. Le tout au cœur du territoire russe. Bah, typiquement, ce genre d'usage, c'est complètement en dehors des doctrines habituelles. Ah oui, bien sûr. C'est assez créatif, c'est assez Bah ouais. original pour le coup. Ça a Ouais. même scotché à peu près tout le monde. Ah oui. Ce type d'usage-là de drone en essaim, c'est-à-dire quelque chose qui est inattendu, oui, ça pourrait être des game changers. Ok. Ok, merci pour ça. On va parler, oui, juste après les amis, on y arrive. On va parler des soldats, et vous avez bien raison, on va parler des humains aussi, en plus des drones, et peut-être surtout également. Donc très très cool. Je check vos commentaires, les amis. On a parlé de tout ça. Ah oui, j'avais une petite question complémentaire juste sur la logique. Drone, comment on appelle ça? Drone kamikaze, on dit ça comme ça, les petits drones Oui. FPV, machin truc, Oui. etc. Versus sniper. Tu vois, on a tous, nous, dans l'imagerie de nos films de guerre, l'image du sniper. Est-ce qu'il y a un sniper et drone kamikaze? Est-ce que, en fait, les nouveaux snipers, ils ont 18 ans, c'est des geeks, ils ont le casque de réalité virtuelle et ils pilotent des drones kamikazes et des snipers, ça n'existe plus? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a pas des fonctions, je sais pas comment on dit, des rôles dans l'armée qui changent par rapport à l'arrivée de toutes ces techs ou qui disparaissent? Bah, le sniper est devenu, comme le fantassin, une cible à drone. Ah oui, Cible à merde, haute valeur bien sûr, ajoutée. bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il est facile à repérer, hein, mais voilà, c'est Ah oui. crunchy, comme on dit Ouais. quand on arrive à en trouver un. Il faut bien comprendre que la portée efficace d'un tireur longue distance,
ce qu'on appelle sniper, mais c'est un terme un peu général, mais en Ouais. gros, un tireur de précision longue distance, un TPLD, Ok. peut aller mettre comment dire, une balle de manière effective sur une cible jusqu'à entre 2 et 4 km. On est déjà sur d'assez grande distance. Et là, c'est vraiment, on parle des meilleurs. Ok. Un drone, un petit drone FPV avec sa charge, on va dire individuelle, hein, pas un Ouais. truc pour faire sauter un tank, un truc pour Ah, ok. aller traiter un fantassin ou un tireur longue distance, ça peut avoir une portée de 10 km. Ok. Ça peut avoir un zoom de 28 et Ok. ça peut voler à 120 km/h. Ok. Bon. Je vous laisse, Ok. je vous Ouais, laisse faire vos conclusions. c'est assez hallucinant. Mais ouais, en fait, rien change et tout change en même temps. Ça, c'est assez hallucinant. J'avais une toute petite question sur le matériel en lui-même. Alors, je sais pas ce que tu pourras nous dire ou pas, mais notamment pour faire écho à ce qu'on s'est dit en première partie, on parle de ces drones qu'on fabrique en France, etc. Mais il y a forcément un mais derrière. La petite caméra, machin truc, la puce qui est dessus, enfin tous les composants en eux-mêmes. En France, on sait faire aujourd'hui des drones qui soient, ou des drones ou autre chose, qui soient de fabrication intégralement française. On parle beaucoup de cette souveraineté, mais bon, dans la pratique, voilà, si demain on nous dit bon bah en fait ton drone tu peux le fabriquer, sauf le truc avec l'infrarouge, bah non c'est un composant de je sais pas où, tu peux pas. Bah du coup on est nul. Est-ce qu'on a vraiment tout en interne, nous en France, on sait tout fabriquer, toutes les composants de ce qu'on utilise? Pas totalement tout. Alors, c'est pas tant une question de savoir-faire que de présence d'usine pour le faire. Ouais, D'une manière générale, la France a toujours eu comment dire, enfin toujours, depuis les années 70, elle a toujours eu comment dire, un tissu industriel en matière de tout ce qui est optronique et électronique de défense qui a été préservé et qui, du coup, lui permet aujourd'hui d'être pas tout à fait autonome, mais presque. En tout ok, cas, beaucoup moins dépendante que des pays comme je vais vexer personne, mais voilà, le Brésil, l'Allemagne, voilà. Donc, on a la chance d'avoir non pas une totale souveraineté dans le domaine de l'électronique militaire, mais on est quand même pas mal. On est vraiment pas mal. La ok, preuve en est, c'est que dans le programme Griffon, Serval, Jaguar, etc., et Hornet, donc les nouveaux véhicules là, de l'armée de terre qui sont sur on va dire sur le même châssis, sur la même base, et ensuite chacun a une version différente. Ils sont quasiment tous équipés d'un système AirGuard, c'est-à-dire en fait une espèce de tourelle téléopérée hmm, capable de déployer des drones, capable de déployer de l'anti-drone, ok, des systèmes anti-drone sur lesquels je ne peux pas rentrer trop en détail, mais voilà. ok, ok, Donc c'est une comment dire, c'est une évolution qui est prise très au sérieux. Là encore, la France, avec ses budgets qui n'ont rien à voir avec les budgets américains ouais, ou les budgets chinois, s'en sort pas trop mal. ok. Mais il est probable qu'à plus long terme, on ne puisse pas continuer tout seul. En tout cas, pas à la vitesse des autres. Ok. Quel que soit l'investissement, ou enfin si on met des moyens de ouf, etc., 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 est-ce que Les moyens de on s'en ouf, sort ou est-ce que faut les c'est prendre dans plié? le reste de l'économie, donc Bah ouais, c'est pas bah non plus souhaitable, quoi. oui, je sais que c'est une équation qui devient compliquée. Alors on va parler, voilà, en troisième partie. Merci pour vos commentaires, vos encouragements tous. Vous êtes adorables dans les commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, on les regarde. Merci au Modo aussi de mettre en avant certains d'entre eux et c'est cool. On va parler, on va faire une transition. Tiens, justement sur cette dernière partie qui est celle du soldat. Voilà, toi, tu as été sur le front, tu as accompagné des forces spéciales, tu as, un vrai vécu là-dessus, tu as un retour d'expérience qui est absolument dingo. Moi, je voudrais savoir comment ça se passe là-dessus, parce que la grande question, à la fois éthique, globale, philosophique, qui me trotte en tête, et qu'en même temps, je n'arrive pas à décorréler du fait qu'il y ait des gens comme toi qui sont allés se mettre en danger, qui sont revenus, on est bien content, presque entier, on est bien content aussi, machin, etc. Voilà, j'arrive pas à décorréler les deux, à me dire, mais quitte à faire des guerres,
Et quitte à avoir des drones, pourquoi est-ce qu'on met encore des pilotes dans les avions? Pourquoi on met encore des soldats sur le terrain, vu qu'en fait, on pourrait avoir que des armes autonomes de partout, et finalement, ça reviendrait à une guerre industrielle. Voilà, tout le monde dégage, on laisse les canons s'entretuer, on voit qui c'est qui reste à la fin. Euh, et en même temps, de me dire, ben non, parce qu'en fait, ces guerres, aussi tristes soient-elles, elles sont mues par des humains, et c'est eux qui doivent discuter pour se mettre d'accord ou faire autre chose. J'arrive pas à voir le truc là-dedans, et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui le but est de préserver les soldats, de les augmenter, de les remplacer par des drones pour être plus efficace là-dessus? Est-ce que c'est pas du tout le cas? Est-ce que ça change d'une nation à l'autre là-dessus? Et comment nous on est en France? Est-ce qu'on est sur le combattant assisté, le combattant à distance qui pilote des drones, le combattant augmenté? Et est-ce que c'est la science-fiction ou une réalité? Tu as plein d'interrogations là-dessus sur le rôle du soldat en lui-même. Alors, sur la question, euh, est-ce qu'il y a différentes approches sur le sujet? Oui. Il y a des approches assez différentes entre les Chinois, les Américains et les Occidentaux, enfin les Européens, pardon, Ouais. sur la notion de... euh, alors, le point sur lequel c'est le plus différent, je dirais, c'est sans doute l'homme augmenté. Donc, jusqu'à quel point on trafique la physiologie pour obtenir de meilleurs résultats. Ah ouais? Pour faire simple, contrairement à certaines idées reçues, en France, on est assez en avance là-dessus. Florence Parly en a parlé il y a pas très longtemps. En gros, on a un programme de soldats augmentés à partir du moment où les technologies employées sont non invasives pour la psychologie et la cognition, c'est-à-dire la capacité Ok. à réfléchir, à décider par soi-même, Ok. et la psychologie. Ça signifie qu'en gros, on ne s'interdit pas en France de travailler sur des systèmes hormonaux améliorés, sur Ok. des puces pouvant réguler la pression sanguine, etc. etc., etc. Ok. Voilà. Mais Et qu'on ne va pas plus loin que ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, il y a une vraie voilà. doctrine là-dessus. La limite, c'est on ne touche pas au cognitif, on ne touche pas à la capacité de réflexion, à l'intelligence. Ok. Ok. Ah oui, j'avais jamais imaginé qu'on Ça avait comme ouvre ça énormément de des règles comme portes. ça. Ouais. Et on n'est pas en Voilà. retard là-dessus, enfin, sur le développement de tout Non, ça. on est. Bah, en fait, les États-Unis ont des programmes un petit peu équivalents, mais ils n'ont pas présenté de plan global dans cette direction. Ok. Ok. Voilà. Et on parle de quoi La DARPA concrètement, Yann? actuellement De aime bien casques présenter des plans, hein, donc d'habitude, s'ils ont un plan, Ok. ils le disent. De quoi on parle concrètement, Yann? Toi, tu as l'habitude de tout ça, mais on parle des casques, des lunettes, des jumelles, des vêtements, des exosquelettes. Ça n'existe pas sur le théâtre militaire, les exosquelettes. Si, tu fais ci de la tête. Si. On parle de quel genre de truc pour augmenter le soldat, là, quand tu parles de tout Alors, ça? euh, alors les premiers trucs, effectivement, quand on va parler de soldats augmentés, ça va être en gros des aides. Soit à percevoir, soit à décider, soit à tirer, enfin porter l'arme. Donc ça va être typiquement les casques à réalité augmentée. L'exemple le plus frappant, je pense, c'est celui de le Eagle Eye de Anduril, Ouais, je vais le qui a été partager. présenté là en 2025. Ouais, je vais le partager à l'écran. On va voir quelques images pendant que tu Ouais. nous dis ça. Ouais, ouais, ok. Donc, en fait, ça sort pas de nulle part, hein. C'est le successeur du programme IVAS, qui était déjà un premier casque qui devait principalement intégrer de la vision nocturne, de la vision thermique et un petit peu de data. Bon. Et le Eagle Eye va beaucoup plus loin. Puisque en fait, il a vocation à intégrer le soldat dans un système global de conduite de la mission. C'est-à-dire que le soldat va devenir véritablement un élément dans le processus global décisionnel.
Donc ça ne transforme pas le fantassin en un simple exécutant, au contraire. Ouais, ouais, ouais. On va donner plus de capacité de décision et d'analyse directement aux soldats pour éviter d'avoir des remontées d'informations, que quelqu'un décide en haut lieu, blablabla. Blablabla. Il faut au contraire que l'opérateur puisse traiter la situation qui l'entoure de manière la plus autonome possible. Et pour ça, Ok, il a besoin d'aide à la décision. Et ok, donc, on va se retrouver avec des équipements qui vont intégrer la fusion de senseurs en temps réel, de l'IA pour de la reconnaissance de cibles, tant qu'à faire quelques données sur la cible en question, histoire de savoir si on est vraiment en danger ou si ça peut se gérer avec l'équipe qu'on a. Ça peut être évidemment de l'anticipation du mouvement, etc., etc., etc. Et il s'agit en gros d'augmenter la conscience situationnelle Mhm. de l'opérateur. Ça a un petit défaut, c'est qu'au bout d'un moment, l'opérateur, il va être juste saturé d'informations. Ah ouais, Et oui, c'est déjà pas simple d'analyser ouais, son environnement au combat, surtout quand ça pétarade dans tous les sens et ouais, qu'on prend des pruneaux. C'est pas évident déjà d'avoir une conscience un peu globale de la situation. Si en plus vous avez des ouais. tonnes d'infos, des schémas, des machins, ça peut à la limite être contre-productif. Ok. Comment contrer ce problème-là? Eh ben, en faisant des variantes adaptées pour chaque rôle. Par Ah oui. exemple, les pilotes Ok. n'ont pas besoin d'exactement les mêmes Ok. informations Ok. qu'un gars qui est responsable des coms, ou qu'un Ok. mec qui est en assaut, ou qu'un mec qui va être en appui logistique un petit peu à l'arrière et qui a besoin juste de savoir où sont ses gars et pas forcément de détails précis sur où est l'ennemi. Ouais. Ok. Et donc, pour éviter ça, c'est là qu'on va à nouveau faire appel à de l'IA, parce que l'IA va devoir traiter les informations et décider qu'est-ce qui est important pour qui. Ok. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on est sur des casques, la vocation de protection, elle est presque secondaire, hein. Ouais, je comprends. Mais j'ai montré quelques images là du Eagle Eye d'Underhill. C'est vrai que voilà, on en a parlé il y a quelques temps sur Renault Décode, mais je me rends compte à quel point sur le terrain, je me rends pas compte, je crois, mais sur le terrain, ça change, ça peut changer absolument tout. Tu parlais d'exosquelettes et de choses comme ça. C'est des choses. Le suivi de cible derrière un obstacle, par exemple, pour Oui, anticiper on a vu ça ouais, sur les images. le Ouais. Le fait mouvement. que on voit passer des gens derrière parce qu'il y a quelque part un drone qui partage les données de gens Voilà, qui sont en mouvement derrière un machin, et ben ça s'affiche en réalité augmentée dans ton casque et tu vois les gens en transparence. En fait, tu les vois pas en transparence, c'est ça. mais Et voilà. ça Et devient un game changer c'est pour fou. aller flanquer, par exemple, Ouais, ou pour fixer l'adversaire et ouais, envoyer, par ouais, exemple, c'est une dingue. munition drone qui va venir aller frapper Ouais. l'adversaire derrière son bunker. Ouais. Et puis ça montre aussi l'intégration avec tout le reste, c'est-à-dire que c'est pas mal d'avoir et le soldat, et un soldat avec un autre rôle, et un pilote de drone de reconnaissance, et tout ça s'interconnecte, etc., etc. Et c'est ça qui fait le truc assez dingue. Tu parlais un petit peu d'exosquelette tout à l'heure. Alors bon, il y a des questions aussi sur la partie Terminator. Bon, après, tu as évoqué le sujet, il nous est tous venu en tête, mais en gros, est-ce que dans 10 ans, il y a encore des humains mais en l'occurrence, là, aujourd'hui, tu parlais d'exosquelette. Moi, je lançais ça en me disant, non, c'est plutôt pour le médical et des choses comme ça, c'est fragile. Tu avais l'air de dire que si, il y a aussi des trucs genre des exosquelettes. Moi, j'ai pas d'autres termes que cela, qui existent aujourd'hui sur le théâtre d'opération. Alors oui, il y en a, pas, comment dire, c'est pas du tout de manière massive, on est vraiment dans le domaine de la recherche et développement. Ok, Mais pour tester un matériel, il n'y a rien de tel que le réel. ok. Voilà. Ça répond un petit peu à ta question. Ouais, ouais, ça Le répond bien. fait Ouais. est que oui, comment dire, les programmes d'exosquelettes, là aussi, les Américains sont en avance un petit peu sur tout le monde. Les Chinois aujourd'hui sont plus en train de développer un concept d'armée de robots que de soldats augmentés. Ok, C'est assez intéressant parce que ouais. c'est quand même eux qui ont l'armée la plus nombreuse. Ah, C'est assez ouais. rigolo. Ah oui, oui. Euh,
Les Américains travaillent sur du soldat augmenté et un petit peu de robotique pure. Les Français, c'est un petit peu pareil. On a ce qu'on appelle le programme Félin, qui a évolué vers un système Centurion ou système Scorpion. En gros, il s'agit d'intégrer de la connaissance situationnelle à l'échelon du fantassin et de lui adjoindre du matériel qui peut être plus ou moins autonome. Ok. Par exemple, peu autonome, c'est vous avez un drone dans votre sac à dos, vous avez besoin de faire une reco dans un coin, vous sortez votre drone et vous allez le piloter. Bon, ça, c'est pas très autonome. Par contre, avoir un engin qui vous suit et qui va de lui-même aller voir là où vous n'avez pas de visibilité, ça, c'est un peu plus autonome et plus intéressant parce que ça vous décharge de quelque chose à faire, d'une tâche, ça vous laisse vous concentrer sur votre job principal. Les Occidentaux sont plus sur un travail aujourd'hui d'intégration homme-machine que sur une vision machine pure. Alors, la raison pour ça, c'est peut-être qu'en machine pure, on n'est peut-être pas assez bon. Pour l'instant. Oui, tu penses? Oui, pour l'instant, oui, tout ça est en développement. En tout cas, pour les 5 à 10 années à venir, on travaille beaucoup sur de l'intégration homme-machine parce que l'on croit à la justesse de raisonnement de celui qui est sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui nous distingue énormément, par exemple, des Russes qui, dans leur doctrine, sont extrêmement pyramidaux. Et où les transferts d'informations du bas vers le haut et du haut vers le bas sont extrêmement compliqués. Et ça explique en partie les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. C'est dingue. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, donc sur les exosquelettes, je vais y arriver. On a effectivement aux États-Unis des prototypes qui sont en cours de test et déploiement, c'est-à-dire déploiement des petites unités en petit nombre pour les évaluer. Donc il y a le programme Talos et le programme Onyx qui ont principalement pour but de créer donc des exosquelettes qui vont avoir pour fonction de réduire la fatigue au combat, 2 d'augmenter votre port de charge. Et bon, je ne sais pas si vous le savez, mais un soldat de base, il porte 30 à 40 kilos en permanence. Enfin, sauf quand il dort, mais je veux dire, l'équipement du combattant, c'est 30 à 40 kilos. Et pour la petite histoire, ce poids n'a pas beaucoup changé depuis les phalanges grecques. D'accord, Les chevaliers portaient à peu près 30 à 40 kilos. En gros, c'est la masse maximum pour garder une certaine efficacité au combat. D'accord. Et c'est très amusant de voir que quasiment à toutes les époques, cet encombrement n'a pas changé. La masse que l'on peut transporter en restant efficace n'a pas changé. Et ça a vocation à changer, justement. On va avoir ensuite on a aujourd'hui des limites principalement sur le plan énergétique, puisque ces systèmes-là consomment de l'énergie et que l'efficacité des batteries, même si elle s'améliore au fur et à mesure, on est rapidement confronté à un problème, c'est que plus on veut que le système soit efficace longtemps, plus il faut emmener du poids, donc en emmenant des batteries, et plus on emmène des batteries, moins on va pouvoir le faire longtemps. Donc on a une limite un petit peu technique là-dessus, mais on travaille un petit peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Chine et en Europe sur ces questions-là. Les Britanniques ont un programme assez développé là-dessus. Et donc en France, on est là-dessus, plus des choses qui peuvent toucher directement à la physiologie. La physiologie, c'est-à-dire? Eh ben, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, des puces qui peuvent servir à faire du damage control en cas d'hémorragie, ce genre de choses. D'accord. C'est ce dont tu parlais aussi avec toute la... là, on est sur de l'humain modifié un petit peu, non? Plutôt que de l'humain augmenté. Tu as parlé d'hormones tout à l'heure. Oui, on est sur le fil du rasoir.
Oui, voilà. Ok, bon, alors on va pas aller davantage dans le détail. Moi, on va terminer cet échange. Il y a plein de questions et j'essaye de, voilà, j'essaye de m'assurer qu'on est à peu près tout couvert, les amis, mais voilà, vous n'hésiterez pas. Yann, il est de temps en temps avec nous hein, sur Renault Décode, donc vous pouvez le croiser aussi et c'est très cool. Et j'adore ça, le fait d'avoir quelqu'un qui est de la communauté ici et qui nous apporte tellement. Là, aujourd'hui en interview, c'est super, j'adore, c'est impeccable. Moi, je vais terminer sur deux questions un peu plus ouvertes et qui reprennent pas mal des réflexions qui sont dans les commentaires aussi. Yann, si tu veux bien, je marche un petit peu sur des œufs parce que on va terminer l'interview là-dessus et que je veux fâcher personne, mais qu'en même temps, je veux être constructif, etc., etc. Donc, je vais y aller. Je me lance. Euh, j'ai un profond respect et une infinie gratitude pour des gens comme toi en l'occurrence, des gens qui se battent, qui vouent leur existence et qui donnent parfois jusqu'à leur vie pour aller défendre d'autres humains. Hors contexte idéologique ou autre, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit forcément soutenir. En même temps, il y avait un en même temps qui arrive. Je préférerais savoir des gens comme toi, Yann, loin des endroits dangereux et plutôt à construire le monde de demain positivement plutôt que à le péter ou à éviter que le mec d'en face veuille le péter. Bref, je suis un petit peu voilà, entre deux chaises, on va dire ça comme ça. Et donc ça m'amène deux réflexions que je te livre. La première, je me fais écho de beaucoup de gens dans les commentaires. Est-ce que comme un peu le spatial, est-ce que cet aspect militaire, c'est pas aussi, si on veut positiver le truc, si on pouvait positiver le truc, se dire que toutes ces moyens qui sont mis pour ces raisons-là, est-ce que ça va pas retomber sur le civil à un moment ou un autre, se dire ça fait aussi avancer la robotique médicale, ça va faire avancer aussi la compréhension du corps humain, ça va faire aussi avancer des drones pour le civil, aller faire du sauvetage de personnes dans la mer ou dans la montagne, ou etc. Où est-ce qu'on s'achète une bonne conscience là-dessus? Ça, c'est le premier truc. Est-ce qu'il y aura des répercussions civiles et est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Voilà. Et la deuxième chose que je livre à ta sagacité, mon petit Yann, c'est un peu plus personnel. J'ai un de mes fils qui est en école d'ingénieur, qui apprend plein de trucs, il est super content. Et il a des doutes. Voilà, il a des doutes parce qu'il y a des gens qui sont des acteurs qui œuvrent avec le côté militaire. Et lui, comme beaucoup de sa génération et comme à peu près tous les humains sur la planète devraient l'être, il n'est pas pour la guerre, il est contre. Voilà. Donc il dit, ça m'embête, j'aime bien tous ces trucs-là d'ingénierie machin, mais à chaque fois, on nous parle de guerre. Et puis quand on allume le poste, on entend notre président, il nous parle de guerre. Et puis machin, ça nous parle de guerre. Est-ce qu'on peut arrêter avec tout ça ? Je sais pas quoi lui répondre, donc on va terminer là-dessus. Tu vas essayer de m'aider comme tu peux pour essayer de lui répondre là-dessus. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y aura des répercussions civiles ? La deuxième question, voilà, elle est plus personnelle, c'est comment on perçoit tout ça, comment on fait la part des choses dans tout ce bazar militaire qui accélère avec la tech. Alors, première question, oui, forcément, il y aura des retombées sur des technologies grand public, civiles, voire même de divertissement. Juste petit rappel, Internet, à la base, c'était développé pour faire un réseau militaire qui ne se casse pas la gueule si un de ses nœuds tombe. C'est la base Internet. Et aujourd'hui, on est sur TikTok, on est sur Twitch, en train de se parler, en partie grâce à ça. Des exemples comme ça, il y en a des centaines. Hein. La médecine chirurgicale n'a jamais progressé autant que pendant les campagnes napoléoniennes. Ça ne justifie pas les millions de soldats qui sont morts pendant cette période. Simplement, oui, le militaire a toujours fait avancer la technologie. J'ai envie de dire, c'est peut-être un parallèle un peu scabreux, mais dans le monde de l'informatique, ça a souvent été le gaming qui a tiré vers le haut l'évolution technologique des cartes graphiques, des processeurs, etc. C'est pas l'utilisation de Word qui a tiré vers le haut la technologie. Ouais. Alors, est-ce que pour autant ça justifie de faire la guerre parce qu'il y a des retombées ? Absolument pas. Bon, on est d'accord. C'est pas l'objet de la guerre. Oui. L'objet de la guerre, c'est de défendre, et on revient du coup à la deuxième question, c'est de défendre des gens et des idéaux.
Et parfois, l'idéal, c'est juste de défendre les gens. Ok. Euh, un monde sans guerre serait infiniment mieux. Mhm. Parce que même si on progresserait technologiquement un peu plus lentement, on aurait La paix. beaucoup moins de malheurs à gérer, beaucoup moins de familles déchirées, etc. Évidemment, un monde sans guerre serait mieux. La problématique est plus de dire, depuis le début de l'histoire de l'humanité, combien de temps l'humanité n'a pas été en guerre sur l'ensemble de la planète? Et il est peut-être temps qu'on devienne un peu plus sage pour avoir la plus longue période que l'humanité ait jamais connue, je sais pas. Oui, d'autant plus C'est un vœu que pieux, les mais... gens aujourd'hui peuvent signer la disparition de notre espèce. Donc ça serait quand même pas mal, effectivement, de mettre un terme à tout ça. Le fait est que, malheureusement, principe de réalité, on est plus ou moins obligé de se préparer à ça et de prévoir que ça puisse nous arriver. Ok. Même si c'est pas drôle du tout de devoir être confronté à cette idée. Ok. Voilà. Bon, ok. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Non, mais je prends. Il faut... C'est bien qu'il se pose des questions. Oui, mais Déjà. je pense que, enfin voilà, je pense que la génération, je suis peut-être biaisé par mes mômes à moi et leurs copains, mais je les sens extrêmement sensibles. On a connu une génération précédente qui n'a pas connu de guerre. Celle-là, l'actuelle, mon môme il a 16 ans. Enfin, tu vois, l'Ukraine, ça fait longtemps que ça traîne. Et il y a d'autres théâtres un petit peu partout et machin, etc. Et c'est pas loin. Et c'est là. Et il y a des tensions. Et dès qu'on allume quelque chose, on a le truc. On se dit, mais est-ce qu'on devient de plus en plus con, de plus en plus fou, alors qu'on a des armements encore plus efficaces, entre guillemets efficaces, pardon, je sais pas. C'est chaud, quoi. On joue avec le feu. Pourquoi? Ouais, machin, etc. Mais bon, il suffirait qu'il n'y ait plus aucun con sur la planète pour qu'on vive vachement mieux. Eh oui, il suffirait. Vas-y, comment tu fais? Je sais pas faire, donc tu fais gaffe à éviter les cons et tu t'en prémunis parce que tu as l'impression d'avoir raison. Bref, tout ça est un système. Bah, c'est les petits humains sur la planète. Je te dis un grand merci. On va s'arrêter là. Yann, je vais te laisser un petit mot de la fin si tu as envie de rajouter un truc ou si tu as envie de dire quelque chose ou de faire ta propre conclusion ou nous dire comment tu vois le monde dans 10 ans, par exemple, ce que tu veux. Mais en tout cas, juste avant tes derniers mots, je tiens vraiment à te remercier. Ben, déjà parce que tu m'as dépanné pour cette interview d'aujourd'hui. Et parce qu'en plus, même si tu m'avais pas dépanné, je t'aurais rappelé pour qu'on ait cet entretien parce que on parle jamais de ce genre de truc. Moi, je serais probablement démonétisé, etc., etc. Mais on en a parlé sainement, on en a parlé concrètement, réellement, avec tes retours terrain, toi qui es allé dessus et qui réfléchis tout le temps, etc., etc. Et je trouve que c'est précieux. C'est pas pour faire l'apologie de quoi que ce soit ou la défense ou l'idéologie de quoi que ce soit, c'est pour qu'on ouvre les yeux et qu'on comprenne ce qui se passe aujourd'hui sur notre monde, y compris dans ce genre de choses. Et c'est pour ça que c'est très précieux. Après, reste à nous de forger le monde de demain, les amis, mais en tout cas, on a eu des éclairages de Yann. Donc un grand merci pour ça. Si tu as un petit mot de la fin, on t'écoute si tu as envie. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Je vais réfléchir un peu, mais j'espère que voilà, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui vous aura intéressé. Au-delà de la peur légitime que ça peut générer, j'ai tendance à penser que il est toujours mieux de savoir dans quel monde on vit plutôt que de s'imaginer dans quel monde on vit. On est d'accord. Bah ouais, il faut avoir une certaine lucidité pour construire un truc dans le bon sens. Ça me va tout à fait. C'est meilleure phrase de fin. C'est parfait, bon Yann. Je te remercie encore très largement. Je sais que les Maninos s'associent à moi et puis on va te suivre. Et si tu passes sur nos décodes, bah on saura. On aura mis un visage sur un pseudo. Non, on aura mis un foulard et un béret sur un pseudo. Un des yeux. Et c'est comme ça. Un grand merci, Yann. Je te remercie beaucoup. Et je te dis à très bientôt. Merci encore. Merci Renaud. Merci. Bonne journée à tous.